Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. One, two, 1, 2. 1, 2. Test. Salut, Koe Notomeche. Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine. Bonjour, mon nom est Mélodie Joseph. Puis on a été mises face à face pour avoir une discussion sur le fantastique parce que c'est un genre ou un style dans lequel on a écrit nos livres. Donc, on va vous parler de ça pendant 30 minutes. Donc c'est ça, on a toutes les deux préparé quelques questions. Donc si vous nous voyez, regardez le bout de papier ou le téléphone. Donc c'est ça, on regarde nos questions. Donc la première question que j'ai pour toi, Natacha, c'est comment est-ce que tu définis le genre du fantastique? C'est étrangement une grande question pour moi parce qu'en plus, on va pouvoir l'aborder tantôt, mais de prime abord, je trouve que le fantastique, c'est sur un endroit où on peut comme s'évader ou vraiment comme déployer notre imaginaire, surtout notre imaginaire individuel, je pense, et intérieur. Et dès que ça se transmet dans des livres ou sous d'autres formes ou d'autres médiums, ça devient accessible à plein de gens. Mais fantastique, pour moi, c'est comme en même temps, tout ce qui ne se peut pas, puis en même temps, pour moi, en tant qu'Innu, en tant qu'Autochtone, c'est des choses qui, pour moi, se peuvent. Donc, pour moi, en tant qu'Autochtone, je trouve que le fantastique dérange déjà les frontières qu'on a tendance à y mettre. Et pour toi? Donc, pour moi, je dirais aussi que le fantastique, c'est un genre dans lequel on peut s'évader. J'écris plus donc, de la fantaisie, que je dirais, est une sous-catégorie du fantastique. Donc, je sais que c'est des définitions qui ne sont pas exactes parce que les gens ont tendance à beaucoup s'entrecroiser. Mais personnellement, je définis le fantastique comme une histoire qui se passe dans notre réalité, dans la vie de tous les jours, et dans laquelle il y a des éléments fantastiques ou surnaturels qui surgissent. Donc, ils surgissent dans le quotidien des personnages. Et la fantaisie, c'est plutôt une histoire dans laquelle tout se passe dans un monde fictif, finalement, tout se passe dans un monde fantastique. Donc, mon roman, c'est La respiration du ciel, se passe plus donc, dans un monde entièrement fictif. Donc, c'est de la fantaisie. Mais c'est ça, le fantastique comme la fantaisie, pour moi, c'est des genres dans lesquels on peut s'évader et observer notre réalité d'une manière différente. Donc, les différentes réalités qu'on peut connaître dans notre réalité, mais différemment pour pouvoir mieux les critiquer. D'ailleurs, je vais te poser une question par rapport à ça parce que dans Candlewood, dans le livre que j'ai écrit, que j'ai publié dernièrement chez Snaké, j'ai mis en scène différentes réalités qui, pour moi, sont contemporaines, qui sont des réalités d'aujourd'hui. Puis j'ai voulu les transcender au travers des récits traditionnels des Inuits de mon peuple. Puis, donc, j'ai voulu comme juste rassembler la réalité d'aujourd'hui avec de ce qu'on considère comme étant notre réalité d'autrefois. Mais moi, je me demande, c'est quoi... j'ai pas osé faire ça encore, mais dans ton cas, tu as créé un monde complet où tu campes tes personnages, puis la respiration du ciel, je pense que c'est un premier tome. Oui, c'est ça. Dans une suite. Fait que je voulais juste savoir, c'était comment créer ce monde-là à partir en tout cas, de tous les facteurs ou tes influences. C'est arrivé assez naturellement, c'est ça pour moi, parce que comme je lis beaucoup de fantaisie, donc j'ai toujours eu l'envie aussi de créer un monde complètement fictif. Donc, mais il y a aussi toujours, je pense, quand on écrit du fantastique, de la fantaisie, on s'inspire toujours finalement de la réalité, de nos propres expériences. Donc, il y a aussi ce côté-là dans La respiration du ciel, où je me suis beaucoup inspirée, comme je viens de la Martinique, donc je me suis beaucoup inspirée, c'est ça, de mes origines antillaises pour construire certains aspects de l'univers et aussi pour réfléchir certains thèmes présents dans l'histoire.
Donc, je sais aussi que c'est ta démarche aussi dans ton roman. Comment est-ce que tu pourrais, définir, ta manière d'approcher ça, le fantastique? Donc, tu en as déjà parlé un petit peu, mais c'est ça, dans ton livre. C'est ça. Déjà, au début, je me dis, je sais que je peux m'en servir, me servir du fantastique pour transcender la réalité. Ou des fois, j'aime utiliser le mot transfigurer, vraiment parce que je vois souvent comme un éclair qui traverse puis qui change un peu le visage de qu'est-ce qui se passe dans la réalité du moment présent. En même temps, je me dis, éventuellement, j'aimerais créer un monde au complet. Puis c'est pour ça que je me disais, mais comment tu fais pour construire ce monde-là dans ta tête? Puis, mais en attendant, entre-temps, il a fallu que je me suis dit, si je veux raconter des nouvelles histoires où j'aimerais comme pouvoir donner la chance à l'imaginaire de notre jeunesse chez nous de se déployer, il faudrait que je crée un monde qui relève un peu de qu'est-ce que je voudrais, moi, comme réalité. Je voudrais un monde où, si on laisse la parole aux créatures des légendes, je pose la question, qu'est-ce qui se passerait? Puis en même temps, c'est un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Puis en même temps, je vis déjà dans ce monde-là parce que j'imagine les créatures me parler dans ce processus-là d'écriture. Donc, en gros, mon but, c'est vraiment de leur laisser la parole à ces créatures-là au travers d'un médium comme celui de la nouvelle. C'est super intéressant parce que c'est ça, j'ai lu des nouvelles dans ton recueil et une que j'ai beaucoup aimée, donc c'est celle du petit garçon qui, trouve des organes, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Et donc j'ai remarqué justement que dans tes nouvelles, le fantastique fait irruption, c'est ça, dans la réalité, mais c'est assez naturel, la manière que ça fait irruption. Et je me suis rendu compte que c'était très similaire à la perception qu'on peut aussi avoir aux Antilles de tout ce qui est fantastique, que souvent ça fait partie de la réalité, c'est comme assez naturel. Donc je me demandais si c'était aussi ça quelque chose cet aspect-là que tu voulais explorer, parce que je dirais que c'est un côté très réalisme, magique, où comme il y a des choses surnaturelles qui se passent, mais par les personnages de l'univers, c'est pas perçu comme quelque chose de si dérangeant que ça. Puis en même temps, est-ce que c'est surnaturel, réellement? Des fois, ce qui m'avait frappé dans les premiers temps que je suis retournée chez nous, c'était à quel point se raconter les rêves assez quotidiennement, c'est quelque chose de naturel. Mais aussi, quand je commençais à entendre parler des histoires de fantômes dans telle maison ou dans tel quartier, ça a l'air qu'on a construit des maisons sur un cimetière sans le savoir, ou à telle place, il y a telle chose qui s'est déjà passée. En tout cas, tout autour du village, puis à l'intérieur du village, il y a toujours des histoires abracadabrantes, j'ai envie de dire, qui se passent. Puis à tous les jours, quelqu'un se raconte une rumeur de telle affaire qui s'est passée. Puis en même temps, autant j'ai voulu comme parler de la réalité, du quotidien, du moment présent. Dans ton cas, ce que je remarque, puis après on pourra parler de c'est quoi le réalisme magique pour chacune de nous finalement, puis du point de vue je pense, des sociétés d'où on vient, parce que là, les frontières du réalisme magique ou du fantastique sont beaucoup plus flou finalement, puis on traverse beaucoup plus rapidement les mondes, je pense, dans notre quotidien. Mais dans ton cas, tu as vraiment comme voulu, je pense, prendre aussi finalement l'endroit d'où tu viens puis de le mettre en scène. En même temps, créer un autre monde, mais qui lui ressemble. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'ai l'impression que tu as voulu utiliser ça d'une manière pour dire, chez nous, c'est pas le réalisme magique qu'on pense, c'est autre chose. C'est un autre pouvoir, en quelque sorte. Effectivement, c'est ça. Ça a beaucoup inspiré donc, d'où je viens pour créer quelque chose de similaire, mais de différent. Mais je dirais pas que j'ai essayé de faire du réalisme magique comme on peut en retrouver aux Antilles. J'ai vraiment plus essayé d'écrire de la fantasy, plus particulièrement de l'afro-fantasy. Donc, j'avais vraiment cet objectif d'écrire un monde fictif, mais de voir comment ce monde fictif pourrait faire miroir à des choses qu'on connaît et à la société dans laquelle on vit. Donc, c'est là que je me suis inspirée, c'est ça, d'éléments historiques ou d'éléments sociaux que je connais bien, donc propres aux Antilles et à la Martinique. Et j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais les modifier
et les aborder en fait, surtout comment je pouvais les raconter à travers donc cet univers fantasy. Donc c'était plutôt ça ma perspective quand j'ai écrit La respiration du ciel, parce que c'est ça finalement le réalisme magique antillais, c'est comme tu as dit, c'est beaucoup. Est-ce que c'est vraiment du surnaturel? Donc c'est beaucoup cette idée qu'il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas trop les expliquer, donc c'est de la magie, mais c'est bon, ok, on y va, c'est de la magie, on passe à autre chose. Donc c'est beaucoup cette perception-là, souvent aux Antilles. Donc c'est souvent, des fois en marketing, on va dire que cette personne fait de la sorcellerie ou des choses comme ça, et ça va juste être accepté comme étant, c'est la réalité en fait. Il n'y a pas de frontières, les frontières sont beaucoup plus floues. Et aussi aux Antilles, par exemple, beaucoup des créatures fantastiques propres aux Antilles sont on peut vraiment les relier à comme des choses réelles. Donc, par exemple, en Martinique, on a le Dorlis, aussi appelé l'homme au bâton, qui est une créature fantastique. Donc, c'est un homme qui vient violer les femmes dans leur sommeil la nuit, mais c'est comme une créature surnaturelle. Mais en fait, cette créature surnaturelle est clairement inspirée de l'esclavage et des esclavagistes qui venaient la nuit dans les cases des esclaves, etc. Donc, on peut relier ces différentes créatures fantastiques, c'est ça, à des choses bien réelles. Donc c'est là qu'il y a, ce flou entre ce qui est, surnaturel et ce qui est réel, qui est très propre, c'est ça, au réalisme magique antillais. Je peux déjà faire un lien avec cette idée de créature. Tu l'as utilisée dans La respiration du ciel. Puis, dans mon cas, il y a une nouvelle, c'est ma préférée. En plus, ça s'appelle Le nom de l'amour. C'est simple parce que le personnage principal du recueil s'appelle Chachitoun, qui veut dire amour en Innu. Puis, en fait, elle veut utiliser son prénom en français, Elisabeth, plus que son prénom en Innu, parce que, déjà, elle ne veut pas se faire écœurer, elle ne veut pas vivre avec le poids de vivre avec un nom dans une autre langue que le français. Puis, au quotidien, elle s'appelle Elisabeth, mais quand elle croise la route des créatures, ces créatures-là la nomment par son nom Innu, Chachitoun. Puis en même temps, dans cette nouvelle-là, c'est elle, beaucoup plus jeune, ado, qui vit donc avec toutes les émotions de l'adolescence, mais aussi du fait de vivre dans une communauté, puis où elle a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis en tout cas, elle s'ennuie un peu. Puis à un moment donné, elle décide de sortir d'une soirée entre amis parce qu'elle a envie de voir autre chose. Fait que là, elle s'en va juste sur le bord de la plage à Pessamit, qui est une vraie plage, où j'aime beaucoup camper plusieurs événements. Puis elle voit un canot, puis elle décide de faire quelque chose de très risqué, c'est de prendre le canot puis d'aller sur le fleuve. Puis à un moment donné, ça bouge tellement qu'elle se fait avoir peur. Puis finalement, c'est une grande créature des mers qui sort, qui dit je suis ta grand-mère. Puis viens, on va retourner au village, puis je vais aller manger celui qui a pris ta vertu. Et là, Chachitoun dit, là, je comprends mieux qu'est-ce que ça veut dire, le mot amour. Parce que j'ai oublié ce bout-là, mais ses parents ne s'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent plutôt dans des conflits plutôt que dans l'amour. Fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle s'appelait Chachitoun. Mais là, cet animal-là qui sort de l'eau, qui vient l'aider, lui fait comprendre c'est quoi l'amour réellement. Puis j'avais pris cette créature-là d'une légende Innu où, en fait, rapidement, c'est un père qui avait pris une nouvelle épouse, puis la nouvelle épouse ne veut pas de son premier fils. Donc, elle crée une histoire comme quoi il a essayé de la toucher, puis son père, il se fâche, puis il décide d'amener son fils sur une île pour l'abandonner. Il l'abandonne, il retourne en canot vers le village. Le fils, il hurle, puis finalement, c'est le serpent des mers qui sort, qui prend l'enfant, qui dit « Viens, on va aller voir ton père, puis je vais lui dire qu'est-ce que je pense. » Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette créature-là vient un peu comme... Bon, c'est un peu l'inverse avec l'image que tu donnais, mais celle-là, elle paraît monstrueuse, mais finalement, elle vient aider les enfants abandonnés ou les enfants qui ont vécu des choses. Fait que j'ai comme voulu utiliser quelque chose de la tradition orale pour donner une autre résonance à une réalité. Est-ce que tu dirais que tu as essayé de réécrire des légendes ou juste, c'est ça, de donner, c'est ça, de les tourner un peu à ta sauce? Est-ce que tu dirais que c'était ça le processus? Quand je sentais que je pouvais vraiment faire un peu plus ce que je voulais, je le faisais. Mais en même temps, c'est des créatures qui existent dans la tradition orale depuis tellement longtemps. Puis personnellement, moi, je pense que je leur dois du respect.
parce que c'est aussi toutes les connaissances que j'ai, traditionnelles, spirituelles. Je me dis, il faut que je respecte la valeur, puis pourquoi ces créatures-là existent. Puis on raconte aussi que ces créatures-là ont existé et existent toujours, tu sais. Donc, je me dis, s'il fallait que je fasse quelque chose, il ne faudrait pas que je les vexe ou quelque chose de mal. Fait que j'aimais plutôt comme... Quand je sentais la liberté, j'y allais, mais sinon, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de changer leurs actions, de changer qui ils sont, parce que sinon, je n'ai plus de respect envers ma propre tradition orale. Puis je ne sais pas si, dans ton cas, tu as comme eu un processus similaire ou si tu as vraiment été... Tu as pris des choses de la tradition orale de chez vous, peut-être, puis tu as fait vraiment... Tu as construit ce nouveau monde-là dans lequel, finalement, tu vas aussi camper d'autres livres aussi. Puis j'ai envie de nommer que tu as fait un mémoire sur l'afrofuturisme et l'afro-fantasy. Puis juste ça, comme point de vue ou comme base, je trouve ça tellement intéressant. Puis je me demande même si ton livre ne serait pas ton mémoire. Non, ce serait pas comme un fruit même de ça, parce que même moi, Candlewood, c'est un fruit d'une recherche que je faisais sur un autre projet sur des créatures des légendes. Je sais pas si... Donc ça, dans la respiration du ciel, je me suis pas inspirée des traditions orales antillaises. J'ai été plus dans l'idée, je vais créer quelque chose de différent, complètement différent, en prenant seulement certains éléments que je vais mettre ici, disséminer, c'est ça, dans l'histoire. Mais j'ai pas essayé de prendre des fragments plus gros que ça pour ce projet-là. Après, j'ai en tête d'écrire des histoires différentes où je m'inspire de parcelles plus importantes de la culture antillaise, mais pour la respiration du ciel, j'ai préféré de faire quelque chose de différent. Je dirais pas que mon roman est comme mon mémoire, mais c'est vrai que l'écriture de mon mémoire a inspiré la respiration du ciel. Parce que lorsque j'ai travaillé sur mon mémoire, j'ai découvert l'afrofuturisme en travaillant dessus. Donc au début, lorsque j'ai commencé à écrire mon mémoire, je n'avais pas prévu d'écrire quelque chose sur l'afrofuturisme. C'est en commençant mes recherches que j'ai découvert l'afrofuturisme. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était, qui est finalement c'est un courant de pensée qui essaye d'imaginer des futurs mettant l'accent sur les cultures de la diaspora africaine. Donc c'est juste de concevoir le futur différemment de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans la science-fiction habituelle. Et à partir de là, j'ai découvert l'afro-fantasy, qui est une manière de concevoir la fantasy, mais différemment. Donc, à travers le point de vue, c'est ça, des cultures de la diaspora africaine. Et là, je me suis, inspirée de ce que j'ai appris. Et je suppose que tout s'est lié dans ma tête. Il y a eu plusieurs connexions, et c'est là que la respiration du ciel est née. Donc, mon mémoire, en quelque sorte, donne naissance, c'est ça, mais pas... J'espère pas complètement. Je sais pas si on a... on a peut-être... Ah non, il nous reste encore 15 minutes. On a quand même... Je pensais qu'on avait déjà fait une demi-heure. Je vais me permettre un petit égarement avant qu'on se lance dans... Qu'est-ce que, en fait, justement, la fantaisie autochtone, l'afro-fantaisie pour nous, et dans, de quel point de vue est-ce qu'on y attache de l'importance, peut-être? Mais je sais pas si... Je peux me permettre, mais ça me fait penser au film, ce qui m'avait marqué du deuxième film de Black Panther. Tu l'as vu? Oui. OK, juste pour être ça. Puis, parce que moi, ce qui m'avait marqué là-dedans, c'est que, bon, c'est afrofuturisme, mais on a ajouté toute la partie de Namor et je me suis rendu compte que qu'est-ce qu'ils ont mis comme élément dans ce film-là pour le background, l'historique de Namor comme personnage autochtone, comme personnage, comme déité de la tradition orale autochtone du Sud, donc plutôt, je pense, mexicaine. On a mis des éléments de la tradition orale des peuples autochtones qui est un peu partagée un peu partout en Amérique, puis on a mis donc l'idée de la cité sous l'eau. Puis là, après, je me souvenais plus, j'ai pas trop lu les Marvel, fait que je me souvenais pas si c'était déjà dans les Marvel ou si ça a été créé pour le film. Mais j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que là, on était aussi dans du futurisme autochtone, mais c'est la tradition orale. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est l'histoire orale traditionnelle des peuples autochtones du bassin golfe du Mexique et tout ça, où on parle d'une cité qui a existé sous l'eau, ou même, et chez eux, on le voit dans ce film-là, ça parle de ces gens-là qui sont partis, sont allés où? Bien, ils sont allés construire une cité sous l'eau. Et là, dans ce film-là, j'ai trouvé que c'était la rencontre entre les deux futurismes
qui m'a tellement émue aux larmes. En tout cas, c'est le film déjà à cause de Chadwick Boseman qui avait disparu un peu quelques temps avant, mais cette rencontre-là m'a émue, fait que je sais pas comment le dire. J'ai voulu m'égarer là-dessus, je voulais savoir si tu avais comme remarqué ça aussi, puis en tout cas, si tu avais ressenti un peu la même chose que moi par rapport à ça. Oui, effectivement, il y a, de l'émotion dans le fait de voir enfin, c'est ça, plus de richesse dans la construction des imaginaires. Donc c'est ça que je dis souvent quand j'essaie souvent d'écrire de la fantaisie ou de fantastique, j'ai aussi cette envie de pouvoir apporter à mon échelle, c'est ça, plus de richesse finalement dans l'imaginaire collectif, donc dans notre manière d'imaginer le futur, mais aussi notre manière d'imaginer des choses extraordinaires. Donc dans la fantaisie, c'est souvent des choses, c'est ça, surnaturelles qui se passent, magiques, fantastiques, extraordinaires. Donc dans la respiration du ciel, le personnage principal peut contrôler le vent. Donc ça, c'est des choses, c'est ça. Dans la réalité, ça va être difficile de le voir. Mais ça a de l'air qu'on savait faire ça avant. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. J'aimerais contribuer aussi à enrichir, c'est ça, les images qu'on se fait des choses extraordinaires, du futur. Et justement, Black Panther aide aussi beaucoup à faire ça. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est ça que Black Panther a popularisé, l'afrofuturisme. Donc, cette conception différente de ce qui est futuriste, de la technologie très avancée. Donc oui, c'est un peu... on est ému finalement quand on voit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, je pense, vu que c'est une forme de... Parce que c'est de ça qu'on voulait parler aussi, c'est le réalisme magique ou la fantaisie pour nous, c'est une façon d'imaginer peut-être notre propre présent et notre propre avenir, non seulement individuel, mais collectif. Puis en même temps, ça nous sert... je suis en train de perdre mon idée. Non, mais, oui, ça nous sert nous-mêmes à critiquer aussi le monde dans lequel on vit. Parce que des fois aussi, avec tout ce qui se passe, avec tous les enjeux dont on parle, les enjeux des communautés noires, autochtones, puis toutes les luttes sociales également, on en parle, puis à un moment donné, on devient comme... On oublie pourquoi on en parle, j'ai l'impression. Et pourquoi on en parle, c'est parce qu'on a besoin d'aller chercher un espace qu'on nous a jamais donné auparavant, autant dans la littérature eurodescendante, dans les territoires d'imaginaire que j'ai envie de dire eurodescendants. Fait que nous, je pense qu'on s'inscrit, on crée ces livres-là parce qu'on a vu d'autres le faire également, mais on contribue, on souhaite contribuer parce que moi aussi, quand j'ai écrit Candlewood, je me suis dit, j'ai envie de contribuer à créer plus d'histoires, à produire plus d'histoires qui nous ressemblent, qui sont campées chez nous, qui se passent chez nous à notre façon, de notre point de vue, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on avait un autre point de vue et une autre façon d'écrire et de se raconter le monde aussi. Je ne sais pas si tu as envie de continuer la pensée. Tu as déjà, c'est ça, tout dit, c'est exactement ce que je ressens aussi. En tant que grande personne qui a toujours beaucoup lu de la fantaisie, quand j'étais enfant, tous les livres que je lisais, c'était toujours les mêmes cultures qui étaient représentées, les mêmes paysages, les mêmes types de personnages. Donc, il y avait aussi ce côté où je voulais proposer quelque chose de différent, en espérant que ça aide aussi à, c'est ça, exactement, proposer quelque chose qui soit plus proche, c'est ça, de moi, plus proche de ma culture, pour que les autres personnes qui viennent après moi puissent avoir quelque chose aussi qui soit plus proche d'eux. Et de notre côté, c'est ça, tu as dit que c'est ça, il y a plusieurs personnes qui sont venues avant nous, il y a plusieurs auteurs, c'est ça, qui essayent déjà d'écrire ces histoires-là. Est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier dans le fantastique qui t'ont inspiré? Black Panther, non, c'est vrai. je veux toujours revenir aussi. Non, mais je me tiens toujours au courant de la littérature autochtone anglophone parce que à quelque part, les auteurs ont une petite longueur d'avance parce qu'ils ont commencé à créer, à produire des histoires peut-être quelques 10 ans ou 20 ans avant du côté francophone. Et du côté de la fiction, c'est assez élaboré également. Donc, ce qui m'a inspirée, entre-temps, c'était devenu une série à ce moment-là. J'ai pas lu les livres, mais j'ai écouté des audios et tout ça à ce propos, mais c'est les livres Trickster de Eden Robinson qui campe en fait le personnage du Trickster qui est assez important dans les traditions orales autochtones de partout
en Amérique, surtout dans le Nord, c'est un personnage qui joue des tours, mais qui peut faire peur, mais qui va mettre l'ordre là où c'est désordonné, puis l'équilibre, le déséquilibre là où c'est trop équilibré, en tout cas. Fait que là, dans cette série-là, il y a plein de choses surréalistes qui se passent dans le quotidien d'un jeune garçon dont j'ai oublié le nom, mais et on voit le personnage du corbeau et tout ça. Puis j'avais vu le corbeau dans Bad Cree de chez Jessica Hawkins, si je me trompe pas. Peut-être je me trompe dans le nom de l'autrice, mais Bad Cree, il y a comme l'image du corbeau et le roman s'ouvre dans un rêve qui n'est pas un rêve qu'elle fait où elle se réveille avec un corbeau. En tout cas, il y a quelque chose de glauque qui se passe. Puis j'étais comme il y en a qui écrivent plus de choses d'épouvantes que moi je suis capable d'en écrire. Fait que je suis comme toujours. Mais tout ce qui est relié aux créatures, ça me fait toujours peur. Fait il y a comme eu des livres comme ça, comme Birdie aussi qui m'a inspiré. Il y a d'autres romans de chez d'autres auteurs anglophones. Puis je sais pas toi de ton côté si t'as des influences directes aussi. Donc c'est ça, comme je disais, j'ai lu beaucoup de fantastique et de fantasy, mais c'est pas des genres qui sont très présents dans la littérature antillaise. Donc on retrouve plus dans la littérature antillaise donc le réalisme magique dont je parlais. Donc du côté de ça, du fantastique en général, j'en lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant je lis beaucoup plus de fantasy. Mais dans le fantastique, donc forcément Harry Potter m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune, et aussi À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui je pense que je l'ai lu avant Harry Potter, donc c'est plus ce livre. Je dirais que c'est un mélange de fantaisie et de fantastique. C'est comme je disais quand je dis que les frontières entre les genres sont très floues, parce qu'à La croisée des mondes, je dirais que le premier tome c'est plus un roman de fantaisie, alors que le deuxième, c'est plus du fantastique. Donc c'est très intéressant. Et plus du côté de la littérature antillaise, donc je parlais beaucoup de Maryse Condé avec Mouatiba sorcière et aussi Sélanir Coucoupé, qui sont beaucoup plus des livres de réalisme magique antillais. Donc il y a des choses surnaturelles dans ces livres, mais ils surgissent de manière où les personnages les acceptent assez facilement. Contrairement par exemple, dans Harry Potter, où quand il découvre qu'il est un sorcier, c'est un peu un choc. Mais dans les livres de Maryse Condé ou les livres antillais en général, où il y a du surnaturel, ça arrive de manière beaucoup plus subtile et les personnages acceptent un peu plus aisément, puisque, comme je disais, ça fait un peu partie de la culture où le surnaturel s'entremêle à la réalité de manière, assez habituelle. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. J'avais envie de demander, au final, tu sais, par exemple, dans ton livre, ton personnage cherche une certaine vengeance. Ton héroïne cherche une certaine vengeance pour venger le peuple d'où elle vient, il y a eu une tentative d'anéantissement. Dans mon cas, mes personnages souhaitent trouver des réponses à une certaine forme d'oppression qui existe sur le peuple autochtone. Est-ce que tu dirais que ces histoires-là permettent justement d'imaginer une autre réalité pour les peuples desquels on vient? Oui, c'est ça. Ça permet d'imaginer une autre réalité, je dirais, effectivement. Mais dans le cas de la respiration du ciel, cette idée, c'est ça, de recherche de vengeance, c'est plus une exploration, c'est ça, du concept. Donc c'est plus une exploration de qu'est-ce qui arriver à ce personnage si elle suit cette direction-là, et une réflexion par rapport à ce qui nous unit, c'est ça, en tant qu'humains, finalement. Donc, le personnage d'Olive, c'est ça, la respiration du ciel, donc c'est le premier tome d'une série de 4 livres. Donc, le personnage d'Olive, je prévois qu'elle va beaucoup évoluer au fil des livres, et que donc le fil conducteur des livres sera vraiment cette envie de vengeance. Mais la question que je me pose beaucoup en écrivant ces livres, et que je me suis posée ça en écrivant les premiers, c'est où est-ce que ça va la mener, et après ce qui est arrivé, après ce qui a été fait, où est-ce que ça peut mener finalement l'humanité, où est-ce que ça peut mener toutes ces personnes, où ça peut mener cette société. Et donc, c'est comme je disais, j'ai tenté d'essayer de créer un miroir de notre société, donc de voir
d'essayer de me questionner sur certains sujets, c'est ça, en écrivant ce livre, en le mettant dans un univers complètement inventé. Mais en même temps, ça reste des sujets très proches de nous, donc ça. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Oui, c'est ça. Mais pour finir, il reste 1 minute, mais je pourrais dire en fait que ça nous permet vraiment d'imaginer non seulement une autre réalité, mais quelque chose aussi des avenirs vraiment d'une puissance pour nos peuples, parce que dans nos traditions orales aussi, on y trouve notre force, notre puissance en tant que collectivité. Puis plus on crée des histoires comme ça, plus on donne la chance, je pense, aux nôtres d'imaginer leur pouvoir. Mais même, tu sais, je sais que dans le quotidien, on est déjà dans cet élan-là, mais je me dis, des histoires comme ça permettent encore plus de déployer notre façon de voir les choses. Ouais. Puis de refaire vivre notre vision ancestrale, nos visions ancestrales, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu as envie de dire un dernier mot aussi. Je pense non. C'est un beau mot de la fin. Merci d'avoir été là.